Bonsoir à tous, bienvenue cette semaine sur le plateau de Lumière Intérieure. J'ai le plaisir de recevoir un immense chanteur, 50 ans de carrière, plus de 40 millions de disques, 83 disques d'or, 15 Olympias. C'est dire combien sa longévité et son succès font de lui un artiste à part. Son nouvel album, La Liberté d'aimer, est sorti en janvier dernier. Frédéric François est notre invité ce soir. Bonsoir Frédéric François. Bonsoir. Très heureuse de vous retrouver ça me fait très plaisir pour d'être la là avec vous. sortie de ce nouvel album, donc La Liberté d'aimer, 10 chansons inédites que vous avez écrites, je crois, vous allez me confirmer ça, durant le confinement, c'est vrai? Voilà, non, on les a préparées avant le confinement, bien sûr, parce qu'on ne savait pas que le confinement allait arriver. Bien sûr. Voilà, le 7 mars, je faisais un spectacle à Montpellier, et le 8 mars, je me suis confiné avant le confinement. Alors j'ai demandé à mon ingénieur d'amener un home studio dans mon sous-sol. Et voilà, le confinement est arrivé. Donc il m'a montré comment je devais faire. J'avais 3 petits boutons à pousser, le rec, le play et tout ça, et puis le stop. Et c'est là que j'ai enregistré dans mon sous-sol tout l'album. C'est-à-dire que pendant la journée, je me mettais au piano, je me disais, voilà, aujourd'hui, la voix, elle est bien, tu as les aigus, la voix, elle est fluide. Je descendais, je disais à ma femme, voilà, pas de bruit, hein, je vais enregistrer. Et j'enregistrais comme ça, comme si j'étais devant 1000, 2000, 3000 personnes, peu importe, mais d'une façon très relaxe. Et donc, c'est une très belle expérience. Et j'ai fait tout cet album comme ça. Alors, il y a des très, très jolis titres, il y a des titres très positifs, parce qu'en fait, c'est ce qui ressort de votre personnalité quand on vous connaît bien. Il y a des titres comme Demain, tout recommence. Donc ça, on l'espère tous. Hein. Oui, on l'espère tous, voilà. C'est parce qu'il y a le confinement, donc on se dit, voilà, on prend en compte le confinement, donc demain tout recommence. Mais s'il n'y avait pas le confinement, voilà, c'est une note d'espoir, c'est quelque chose qu'on peut dire à quelqu'un qui est, je sais pas, qui n'est pas positif, qui a vécu oui. une histoire peut-être triste ou qui est déprimé ou peu importe, de lui dire, voilà, la vie continue, attention, demain tout recommence. Ouais. Aujourd'hui, c'est peut-être comme ça, mais voilà, ce qui s'est passé n'existe plus, le passé n'existe pas. Donc, regarde vers l'avenir, demain tout recommence. Vous êtes un homme foncièrement positif, oui. Voilà. Mais vous êtes aussi extrêmement conscient de le côté très éphémère de la vie. C'est ce qu'on sent en tout cas dans votre titre « Chaque jour est une chance », où vous dites, alors je cite les paroles parce que je les trouve très belles, « On se croit les rois de tout, quand une poussière invisible nous met le cœur à genoux, on croit tirer les ficelles, tout le bonheur nous est dû, mais quand le destin chancelle, on voit ce qu'on a perdu. » Oui. Ça résonne de façon tellement, avec une acuité incroyable avec ce qui nous arrive là. On avait tout, on a tout perdu, il faut qu'on recommence à nouveau. Voilà, c'est dans la vie de chaque jour, même s'il n'y avait pas ce Covid, c'est comme ça qu'il faut raisonner, parce que je pense que l'être humain, nous sommes un peu inconscients. On pense que rien ne nous arrivera, on est les plus forts, tout est beau. Mais non, il faut mesurer la chance que nous avons chaque matin quand on se lève, de dire merci mon Dieu, je vais passer une belle journée, je vais faire ça, je vais faire ça. La chance qu'on a d'être avec sa femme, avec ses enfants, à table, quand il y a un repas de famille. Cette chance-là, l'être humain pense que voilà, il n'y pense pas, peut-être. Il trouve ça. Il n'a pas conscience à quel point c'est une chance. Il n'a pas conscience à quel point c'est important, hyper important. Donc chaque jour est une chance. Si on devait mesurer le temps qui nous est donné dans une vie, mon Dieu, profitons-en. C'est ce que je dis tout le temps chez moi. Pas un mot plus fort que l'autre. Essayons de vivre en harmonie. Essayons de faire en sorte que tout se passe bien pour que cette vie soit la plus belle possible. Vous y arrivez, vous, avec votre tempérament d'Italien? Vous arrivez à rester comme ça? Jamais un mot plus haut que l'autre? Un peu comme un diamant, ma femme m'a façonné à sa façon. J'étais peut-être pas comme ça au début, parce qu'il y avait ce côté sicilien, là d'où je venais, mais elle m'a appris beaucoup de choses, et j'ai compris directement qu'elle avait raison, et la vie c'est comme ça. Et donc maintenant, nous étions 2 et nous formons plus qu'un. En fait, c'est comme ça que je vois les choses, et dans ce métier très difficile qu'est le mien, quand ça ne va pas ou que je descends un peu, ouais. Quand on a il y a une épaule pour me dire hey, là,
Tu peux pas. Tu as une famille, tu as des enfants, regarde la chance que tu as dans la vie, tu es en bonne santé. Et donc, voilà, on se soutient mutuellement. Et je trouve que c'est ça, la vraie vie. Et les vraies valeurs de la vie, c'est voilà, ce socle qui est papa, maman, les enfants. Et chaque jour que... La famille est mais même centrale ce qui chez nous vous. entoure, les arbres, la vie et tout ça, waouh, c'est quelque chose de magnifique. Vous Il faut n'êtes s'arrêter que sur ça. gratitude, vous n'êtes que gratitude. Vous dites merci chaque jour Ah, moi, que Dieu fait. c'est ma nourriture. Voilà. Il Je y a- dis merci chaque soir, je dis merci chaque matin, je dis merci tout le temps. C'est une discipline de vie chez vous. Oui, c'est une discipline. Parce que je sais que en étant positif comme ça, en ayant cette gratitude, on apprécie mieux la vie et sûrement que chimiquement dans le corps, ça doit se ressentir très fort. Je dois peut-être rayonner d'une façon différente parce que je pense comme ça et que c'est pur, quoi. C'est vrai, c'est le cœur, je C'est sais une pas comment vous deuxième dire. nature. Il y a des chansons qui sont très ancrées dans la réalité aussi, comme La Séparation, qui parle de cette femme dont l'époux, le conjoint est parti et qui reste debout chaque jour pour les enfants. Enfin, c'est une chanson qui est très belle. Il y a aussi le deuil, vous évoquez le deuil, puisque vous évoquez dans Vivant ceux qui sont partis Vivant. durant la pandémie. Ça aussi, c'est important. C'est important, ça. De rappeler que la mort aussi est présente dans la vie. Oui, raison de plus pour profiter de la vie et savourer chaque moment présent. Mais voilà, tous nos chers parents, les amis qui sont partis, on les oublie pas. Moi, j'ai toujours une pensée. Voilà, par exemple, chez moi, j'ai des photos sur mon piano, dans cette vitrine. Je ne passerai jamais un jour ou un soir sans les embrasser, Tous ceux qui sont partis, sans vos avoir parents, une pensée. ouais. Je ne rate pas un jour. Et donc, voilà, c'est très important comment je veux dire, d'être positif par rapport à ça. Bien sûr, ils sont partis, mais il faut renaître en nous tous les souvenirs. Voilà, on les regarde en photo, on y pense, et voilà que waouh. Comme dans un film, les journées qu'on a passées, les bons moments, tout ça renaisse et ne disparaissent pas. Ouais. C'est ça le plus important. C'est aussi la force de la gratitude, c'est la mémoire qui est associée à ces moments-là. Au contraire, ça nous fait du bien. Ouais. Alors le fait que ça nous fasse du bien, wow, j'y pense tous les jours. Et donc, je veux que tous ces souvenirs que j'ai eus de mon enfance, avec mon père et ma mère, ne disparaissent pas, soient toujours ancrés en moi. Alors justement, on va reparler un petit peu des 50 ans qui ont précédé, en tout cas là, en termes de carrière. 50 ans de carrière, vous les avez fêtés l'an passé, l'an dernier. Oui. Vous avez fait un grand reste. Vous aviez prévu une grande tournée, notamment un nouvel Olympia, un 16e Olympia. Puis finalement, tout est tombé à l'eau à cause du confinement. Mais on espère bien vous voir à nouveau sur les routes. 50 ans de carrière, c'est clair. J'avais un rêve. On a des rêves. Il faut des rêves. Hein. C'est important. Il faut que voilà, le poids des projets soit plus fort que le poids des souvenirs. Oui. Hein. Et donc, je me suis dit, je vais faire le Grand Rex, puis je vais faire une tournée de tous les Zéniths, et cerise sur le gâteau, je ferai l'Olympia en fin de tournée. Et donc, j'ai fait le Grand Rex, c'était extraordinaire. J'ai eu la surprise de voir Michel Drucker, et puis une dizaine d'artistes sur écran géant qui m'ont souhaité encore des années de succès et de bonheur, dont, bien sûr, Annie Cordy, qui ne se montrait plus, et qui, pour moi, a fait un message, Adamo, Roberto Alagna, enfin, beaucoup de gens. Et voilà, j'ai commencé à faire les Zéniths, et puis, comme je vous disais tout à l'heure, le 7 mars, Montpellier, et puis je suis rentré à la maison, et je me suis dit non, tu vas te confiner. Et en effet, la semaine d'après, les producteurs reportaient tous les spectacles. Alors moi, si on revient assez rapidement, puisque le temps presse, sur votre carrière, 71, votre premier vrai grand succès, Je n'ai jamais aimé comme je t'aime, vous l'avez écrite entre amis et enregistrée, et répétée dans un garage. Est-ce que c'est vrai ça, ce qui a été un tube? Oui, je sais, oui. Tout est vrai. Ça paraît fou, ça paraît absurde, ça paraît... cette histoire, elle est comme un conte de fées. Il ne faut pas oublier que j'habitais dans une cité, pas loin du charbonnage.
Hein. Et donc, voilà, un jour, il y a une voiture décapotable rouge qui s'amène devant chez moi, tous les copains, les enfants autour de cette voiture rouge décapotable sportive, et sort un homme, voilà, l'impresario, le bien portant, il lui manquait juste le cigare, il vient frapper à la maison et me dit, moi, je voudrais enregistrer votre fils. Et mon père lui dit, oui, mais on a tellement de demandes pour le moment. Papa, quelle demande? On n'a rien du tout. Oui, il était déjà impressionné, sérieux dans l'âme, Voilà, il voulait votre l'impressionner. père. Et voilà, et ce monsieur, voilà, c'est écrit dans le ciel, il m'enregistre, et on fait des disques parce qu'il voulait récupérer sa mise. Et voilà, on vendait 1000 disques, 2000, 3000, voilà. Et un jour, je lui ai dit, écoutez, laissez-moi écrire la chanson comme moi j'en ai envie, avec mon ami Rosario Marino qui est napolitain. On va vous faire une chanson à la napolitaine, où le cœur, les chansons d'amour, ça déchire le cœur, et des chansons qui sont vraies. Et j'écris « Je n'ai jamais aimé comme je t'aime ». Et ça a été un tube. Voilà, 13 semaines numéro 1 dans un hit parade qui s'appelait Formule J, Formule Jeunesse. Il n'y avait que des Anglais. J'étais le seul Français dans ce hit parade. Ouais. Et le nord de la France traversait la frontière pour acheter ce disque. Et voilà comment ce rêve s'est réalisé. Et puis parce qu'en Wallonie, on a les yeux tournés vers la France. Oui. Et donc la frontière s'est ouverte. Waouh! Et je suis arrivé en France pour la première fois. Alors on arrive quasiment à la fin de la première partie de cette émission. Le principe de la deuxième partie de l'émission, c'est que je vais vous laisser seul et qu'on va vous proposer des mots qui vont permettre en fait d'ouvrir à nouveau ce dialogue qu'on vient d'avoir avec vous. Hein, vous prenez le pari, vous êtes prête à relever ça, vous, en homme positif que vous êtes, vous allez affronter ça sans problème? Je tiens le pari. Allez, à tout de suite. Je suis à vous. Merci. Tout va bien? Parfait. Alors, le principe de cette deuxième partie, c'est que je vais vous proposer différents mots. À charge pour vous de me dire ce qu'ils vous inspirent. Et le premier mot, c'est mama. Ben, mam, c'est la mam. C'est dame, ma mère qui était voilà, dans l'ombre, avec mon père qui, lui, rayonnait. Mais en fait, c'est à elle que je dois beaucoup aussi, parce que c'est elle qui faisait attention de bien finir les fins de mois. Et en fait, c'est sûrement elle qui prenait toutes les décisions. Elle qui a élevé 6 enfants, je la revois avec ses enfants qui criaient, elle essayait de calmer tout le monde. La maman qui faisait en sorte que, voilà, qu'on ne manque de rien. Elle se mettait au fourneau, elle nous préparait les spaghettis, elle préparait tout. Elle était toujours présente. Une femme qui parlait avec une voix toute douce, tout le temps. Et quand mon père chantait, le dimanche, elle quittait la cuisine, elle venait chanter un refrain avec lui, et puis elle repartait directement. Quelqu'un qui me faisait confiance. En fait, c'est moi qui faisais toutes les courses, parce qu'elle me disait « Chicho, j'ai confiance en toi, tu vas aller faire les courses ». Pourquoi? Elle ne parlait pas français, elle ne sortait pas, et donc c'est moi, elle me donnait l'argent. Et ce qui m'a toujours étonné chez la mam, c'est que quand elle me donnait de l'argent pour aller faire les courses, je me disais oh, avec ce qui va rester, tu vas t'acheter un bonbon ou un autre. Non, elle connaissait tous les prix, mais au centime près. Et donc voilà, je lui faisais les courses, je faisais tout. C'est moi qui voilà, elle m'avait choisi pour l'aider en fait. Et voilà, et moi, elle était fière de moi. J'ai chanté Mamina pour elle. C'est quelqu'un que j'oublierai jamais et qui a vraiment beaucoup compté dans ma vie. Quand vous êtes né en Sicile, quand toute votre famille a émigré en Belgique, comment est-ce qu'elle a vécu ce déracinement? Voilà, je pense qu'elle a dû souffrir énormément. Je m'en suis rendu compte, en fait, quand on retournait en Sicile. Voilà, il y avait plein de gens qui nous attendaient au coin de la rue et qui criaient les Belges sont arrivés, les Belges sont arrivés. Et donc, voilà, elle retrouvait ses parents. Et voilà, on restait un mois, le temps des vacances. Et je me souviens de ce déchirement quand on repartait. Cette grand-mère qui pleurait et qui criait « On ne se reverra plus, Nina, on ne se reverra plus ». Et voilà, c'était très dur. Et donc,
cette femme, cette maman, elle a vu peut-être ses parents 2, 3 fois dans la vie. Pourquoi? Mon père était ouvrier mineur. Et donc, voilà, il mettait un peu d'argent de côté. Et quand il avait mis assez d'argent de côté, il fallait quelques années. La maman, avec maman, on retournait voir les parents. Et quand on est arrivé la première fois, je me souviens, avec le convoi de la Croix-Rouge, j'avais 4 ans et demi. Et j'entendais sur le quai de la gare Nina, parce que ma mère s'appelait Nina, 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 Nina. Un homme qui criait après ma mère. Je me dis, qui c'est cet homme qui crie après ma mère? Je me suis caché derrière ses jupes. Et ma mère m'a dit, mais c'est ton père, c'est ton père. Et donc, il m'a pris dans ses bras. Et voilà, depuis ce jour-là, bien sûr, il est devenu mon idole. C'était quelqu'un qui était très mince, qui était très grand, qui avait une force incroyable. En plus, en travaillant à la mine, il pouvait prendre sa douche des millions de fois. Il avait les yeux vraiment maquillés comme des yeux de biche, en fait. Et voilà. La maman, des fois, on peut dire, oui, la maman, elle n'a rien à dire, non. La maman, elle faisait tout par amour. Elle faisait tout par amour. D'abord les enfants, et puis le mari. Quand le mari arrivait, mon père, elle préparait le déjeuner, le dîner. Même, elle me disait, regarde, Chicho, va apporter ce casse-croûte à ton père. Et voilà, et moi, je rentrais dans la mine parce que j'étais un privilégié. Popol, qui était le gardien de la mine, me faisait rentrer parce que je servais la messe avec lui. Et donc j'étais un privilégié, je pouvais rentrer dans l'enceinte du charbonnage et apporter à mon père ce casse-croûte. Et c'est ma mère qui préparait tout ça. Et mon Dieu, comme elle avait peur. On habitait en face du charbonnage. Et chaque fois qu'une ambulance passait, je la vois encore sortir avec un enfant sur les bras et me dire Francesco, Ciccio, va vite voir à l'hôpital si c'est pas papa. Voilà, c'était une vie... elle était belle, c'était une vie magnifique parce qu'elle était la couturière, elle faisait tout. Mais voilà, quand on regarde ce parcours, on se dit, mon Dieu, il faut être courageux pour avoir fait ce qu'elle a fait, vraiment. Vous parliez de votre père, lui aussi était quelqu'un d'assez exceptionnel, il a beaucoup compté dans votre vie. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est vrai de dire qu'en 66, quand vous avez gagné un premier concours qui vous a permis d'enregistrer un premier 45 tours, il a fait le tour des jukebox il a acheté tous vos disques, tous les disques, les 500 disques ont été pressés et après il est allé les vendre dans les jukebox. Voilà, c'est quelqu'un qui en Sicile, mon père, apportait des sérénades. Et donc, voilà, il voulait devenir chanteur, à mon avis. Il travaillait dans la mine de soufre, mais il voulait devenir chanteur. Et donc, il apportait des sérénades sous les balcons, c'est la vérité, avec un ami guitariste, un ami violoniste. Et lui, avec sa guitare, il chantait sous les balcons. Et quand il a immigré, bien sûr, tous les dimanches, il chantait des chansons napolitaines. Moi, je le regardais. Voilà, à un moment donné, il m'a dit « Allez, je vais t'apprendre quelques accords ». Et il m'a commencé à m'apprendre quelques accords. Quand j'allais le rechercher au café du Passage à Niveau, il disait à tous ses copains « On s'arrête, mon fils va vous chanter une chanson ». Il me mettait sur la table et moi, je chantais au Sole Mio. Et il était fier. Voilà, je pense qu'il a tout reporté sur moi. Voilà, dès l'âge de 10 ans, il s'est dit, il a la voix, je veux qu'il devienne chanteur. Et il a tout fait, il a tout fait. Et donc, ses économies, il les mettait dans du matériel. Il devenait même un présario. Il allait parler avec des gens qui cherchaient un chanteur ou un guitariste et il me faisait rentrer dans les orchestres. Et puis, un jour, et je me demande toujours comment il a fait, il m'a inscrit dans un concours de chant à 100 km de chez nous, quoi. C'était à Charleroi, à Châtelet, et c'était le micro-sillon d'argent, et je remporte ce micro-sillon d'argent. Et bien sûr, voilà, je gagne le micro-sillon d'argent, mais il fallait acheter les 500 disques. Et je le vois encore faire du porte-à-porte, vendre des disques, les mettre dans des jukebox, les envoyer en Sicile. Voilà, il disait à tous ses copains, un jour, vous allez voir, mon fils, ça va devenir un artiste, ça va devenir une vedette, une star. Peut-être que ses copains rigolaient de lui, mais lui, voilà, il avait perçu déjà
quelque chose et il a mis tout, il a fait tout, il a mis ses économies. Et je reviens à ma mère. Voilà, il ne l'aurait pas fait sans l'accord de ma mère. Et donc, il l'a fait. Il s'est privé d'aller voir ses parents. Et pendant... Oui, oui. Voilà, il les a vus quelques fois, comme je disais tout à l'heure. Et ça, parce qu'il m'a acheté du matériel. Pas que je le regrette, mais je me dis quand même... Regarde un peu quel père tu as eu. Il a préféré t'acheter du matériel que d'aller voir ses parents. Et moi qui avais vécu avec mes grands-parents jusqu'à l'âge de 4 ans et demi, malheureusement, vu que voilà, on ne retournait pas souvent en Sicile, je ne les ai jamais plus revus. Merci pour tous ces souvenirs qu'on sent encore très vivants chez vous. On va passer au deuxième mot que nous avons choisi pour vous, Frédéric François, c'est Renaissance. Je vais d'abord prendre les années 70 pour arriver à la Renaissance. Donc voilà, j'arrive la première fois à Paris, magnifique, on vend des millions de disques et tout. On fait partie d'une génération que les médias vont appeler les chanteurs à minette, parce que voilà, quand on faisait des spectacles, on avait des petites sonos et il n'y avait que des filles dans les... Oui, c'était des chapiteaux, c'était en plein air et elles tombaient dans les pommes, en fait, elles criaient plus fort que les sonos et on nous a appelés les chanteurs à minette. Et puis, voilà, avec mon père, on voulait faire des disques, on ne connaissait rien du tout. Et donc, on ne savait pas que ce métier-là, même si on avait vendu des millions de disques, on pouvait être balayé par un nouveau mouvement musical. Et donc, j'ai été balayé. Voilà. J'ai sombré dans une spasmophilie. C'est des angoisses qui se répercutent dans le temps. Quand j'allais chez mes parents, j'essayais de cacher ça. J'étais un peu gêné de savoir que les impresarios étaient partis, que les spectacles ne se faisaient plus, qu'il n'y avait plus d'émissions, tout s'arrêtait. Et puis un jour, la Renaissance. La Renaissance comme si c'était écrit dans le ciel. Je vais faire une émission pour des Italiens au Luxembourg et je me trouve devant une vitrine où on vend des disques. Et donc, je regardais ces disques, voilà. J'avais la nostalgie de mes disques qui se trouvaient en vitrine auparavant. Et la vendeuse elle vient sur le trottoir, elle me reconnaît, elle dit « Wow, j'adore ce que vous faites, j'ai toujours été fan, vous devriez chanter ce disque ». Et voilà que moi je me dis, écoute, rentre, achète-lui ce disque, on l'a sûrement engagé pour l'été, on la paye pour vendre des disques, fais-lui plaisir, achète ce disque. Et voilà, j'écoute ce disque qui me laisse, me fait rien. C'était en allemand, je comprenais rien en plus. Et donc j'achète ce disque, j'arrive à la maison et je l'écoute 1 fois, 2 fois, 10 fois. Et là j'ai le frisson, je me dis, oh, mais quel tube énorme! Et j'enregistre ce disque. Bien sûr, le parolier ne voulait pas faire les paroles. L'édition allemande ne voulait pas me donner l'autorisation. Tout était fermé et j'enregistre quand même ce disque. Et je l'envoie. Le parolier, d'abord le parolier, finalement, après avoir insisté, fait les paroles. Les éditions me donnent l'autorisation après que j'ai enregistré le disque. Et ce disque sort en France. Nous sommes en fin 81, 82. Mais 81, parce que c'était les radios, la naissance des radios. Et voilà, les gens avaient accès en fait aux radios. Et ce disque est sorti et demandait le disque parce qu'ils étaient fans. Et voilà, ce disque s'est vendu à 700 000 exemplaires. Et j'ai toujours en mémoire ce que m'avait dit le directeur de la maison de disques. Nous sommes en train de reconquérir la France comme la gauche. Moi qui ne faisais pas de la politique, je le regarde, je dis oui, c'est en train de faire un tube surtout. Et voilà comment la Renaissance est arrivée. Et depuis, bien sûr... Et le titre de ce disque, Frédéric François, quel était le titre de ce disque qui s'est vendu à 700 000 exemplaires? Adios à mort. C'était un chanteur allemand qui s'appelait Andy Borg. Et Adios à mort. Et voilà, c'est sur cette chanson que tout à l'heure, en arrivant ici, j'ai vu une vidéo d'une grand-mère qui dansait sur cette chanson.
Ça aussi, c'est extraordinaire. C'est le fait que ces chansons sont ancrées dans la mémoire des gens sur des points particuliers de leur vie et que pour eux, c'est comme une Madeleine de Proust, en fait. Oui, c'est ancré dans la mémoire collective et voilà, ce sont des chansons, comme j'ai toujours voulu faire, des chansons d'amour où chacun se retrouve dans les chansons, où les gens, c'est les points de repère de leur vie en fait. Voilà, est-ce qu'ils se sont rencontrés? Est-ce qu'il y a eu une naissance? Est-ce que pendant, je sais pas, les communions, les baptêmes, les fêtes de famille, les dimanches, est-ce qu'ils écoutaient les disques? Les mamans ont sûrement fait voilà, en conduisant les enfants à l'école, ils ont peut-être mis les cassettes dans la voiture. Voilà que les enfants ont des souvenirs. Et moi, je fais le lien entre eux et bien sûr, et la maman. Et puis, ils ont eu des enfants. Et voilà, 3 générations qui ont des points de repère, des souvenirs. Et voilà, c'est un public qui est fidèle et je le remercie. Et je suis fier, en fait, voilà, je suis fier d'avoir apporté du bonheur dans le cœur des gens surtout, et que je fasse partie de leur point de repère, et qu'ils soient toujours présents, et que ces chansons, ils les fredonnent encore et encore, que ce soit Adieu sa mort, Mon cœur te dit je t'aime à l'italienne, voilà, parce que depuis, ça s'est plus arrêté. Et donc, c'est formidable, c'est une belle histoire. Papa, tu avais raison, tu as bien fait d'insister. Comment est-ce que vous faites pour durer 50 ans de carrière avec, vous le disiez très justement, des modes qui passent et qui font que vous avez du succès, puis vous n'en avez plus. Comment vous faites? La foi. La foi. Je crois en moi. Je suis conscient de la vie. Je suis conscient de cette gratitude où je dis merci sans arrêt. Et ça me permet d'être voilà, dans une ambiance, dans des vibrations peut-être tout à fait particulières. Je me mets au piano avec comment je veux dire, avec le cœur, avec la confiance, avec une pureté. Je ne sais pas si je vais composer. En tout cas, je me mets au piano et je joue. Et je vous jure, à chaque fois que je joue du piano et une mélodie arrive, je regarde le ciel et je dis merci mon Dieu. Parce que voilà, 2 minutes avant, je ne savais pas que j'allais créer cette chanson. Et donc cette confiance en moi, cette ambiance dans laquelle je vis à la maison avec ma femme, mes enfants, ce bonheur rejaillit sur ma personnalité et sur ma façon d'être. Et donc je me mets au piano et sur ma guitare constamment. Et à chaque fois, même si c'est une partition qui est blanche, à chaque fois, il y a une chanson qui naît et qui dit, voilà, je donne naissance à une chanson. Et puis avec Fred Zetoun, on en parle et on essaye de faire des chansons positives qu'elles vont à nouveau s'approprier et ça va devenir les points de repère de leur vie, vraiment. On va passer au 3e mot, Frédéric François, qui découle exactement de ce que vous venez de dire, puisque c'est le mot amour. Le mot amour, voilà. Au départ, les gens pensaient que c'était fleur bleue, chanter des chansons d'amour, de parler d'amour. Est-ce qu'ils savent que l'amour est l'émotion la plus forte chez l'être humain? Tout, vraiment, tout se fait par amour. On construit par amour, on se bat par amour. Notre vie ne peut être qu'amour. S'il n'y a pas d'amour, et voilà, est-ce qu'on pourrait vivre une vie sans amour? C'est la question. Est-ce que les êtres humains, voilà, dans la création de ce monde, est-ce que les êtres humains peuvent vivre sans amour? Allez, c'est je disais l'émotion la plus forte de l'être humain. Voilà, je dirais même que voilà, l'amour, c'est le bonheur, c'est la sérénité, la plénitude, l'enchantement. C'est tout ce qui fait qu'on rayonne dans cette vie et qu'on aime cette vie, et qu'on aime vivre, qu'on aime son prochain, qu'on aime parler avec des gens, qu'on est disponible, qu'on ouvre son cœur. Voilà, tout ça n'est qu'amour. Vraiment, amour.
Vous avez eu l'immense chance de grandir dans un foyer où votre père et votre mère, vous l'avez dit, étaient unis, s'aimaient profondément. Ça, c'est fondateur pour l'enfant que vous avez été. Oui, complètement. Complètement. Ça m'a éclairé, en fait. Ça m'a éclairé, ça m'a fait voir la vraie vie, là, en face des yeux, vraiment. Et, et je n'oublierai jamais ce petit muret voilà, où je jouais de la guitare et où cette fille qui travaillait, il y avait 12 enfants chez elle, et qui travaillait en usine normale, il fallait faire vivre la famille. Et ce jour-là, elle faisait les vitres et tout ça, elle nettoyait le seuil de sa maison. Et puis voilà qu'elle part comme ça de chez elle et qu'elle vient me retrouver sur le petit muret. Jamais, jamais jusque-là, une femme n'était venue vers moi m'encourager en me disant « Waouh, ce que tu chantes, c'est magnifique, tes chansons, c'est magnifique, tu dois persévérer, tu vas y arriver, tu vas y arriver ». C'était la première fois qu'une femme me disait ça. Et voilà, et puis cette fille, en tout cas, est devenue ma femme. Et elle est ma femme depuis 50 ans. C'est elle qui me donne de l'énergie, c'est elle qui me porte. Et voilà, c'est ça l'amour en fait. Et donc c'est la continuité de cette famille où j'ai grandi, qui était amour, où il y avait la pasta dominicale tous les dimanches, on se réunissait. Et aujourd'hui, dans ma famille, ben, tous les enfants viennent manger la pasta dominicale. C'est vraiment une tradition. D'ailleurs, ils téléphonent et disant « Qu'est-ce que tu prépares pour la pasta dominicale ?» Ah ben, je fais des spaghettis comme ça, on va préparer ceci, cela. Et voilà, tout ça, c'est de l'amour. Et mes enfants, ça peut peut-être choquer leur conjoint ou je ne sais pas. Mes enfants ne peuvent pas rester une journée sans venir dire bonjour à leurs parents. Vous êtes une source d'amour pour eux. Ils ont besoin de cette lumière qui irradie, qu'on imagine très bien irradier de votre couple. Oui, complètement. Quand ils viennent à la maison, voilà, ils regardent leur maman, ils me regardent. Waouh, c'est magnifique. On dirait deux petits jeunes. Et voilà, ma femme a une façon de s'habiller, moi j'ai une façon de m'habiller. Waouh. Des baskets et tout. Et des fois, ils prennent même mes vêtements parce qu'ils trouvent que voilà, c'est mode et qu'ils ont envie de les porter aussi. Et donc, voilà, ces enfants téléphonent sans arrêt et viennent à la maison, viennent manger, viennent prendre l'apéro, viennent voir leur maman, vont faire des courses avec leur maman. Maman, tu viens chez moi, tu viens manger. Voilà, et moi, je reste à la maison, peut-être à jouer du piano, à composer. Et donc, on essaye de donner aux enfants ce que moi j'ai eu et ce qu'elle a eu dans la vie. Et donc, encore une fois, le bonheur, cette sérénité, cette plénitude, cette harmonie fait que les enfants évoluent dans quelque chose de positif et de beau, qui s'appelle la vie, le bonheur, l'amour. Et donc, voilà comment nous vivons actuellement. Vous pensez que ça se transmet, le sens du bonheur ? Complètement. Je suis sûr que ma femme et moi, ils sont tout le temps auprès de nous parce que voilà, c'est une contagion. Si nous, on est positif et qu'on est amour, voilà, on a un rayonnement qui est vrai par rapport à eux, par rapport à tout le monde, qui est le cœur, qui est la vérité. Et donc ce rayonnement, ils le ressentent à fond. Vraiment, ils le ressentent à fond. Bien sûr, maintenant, on souffre un peu parce que voilà, on peut plus s'embrasser et donc on se dit bonjour avec les coudes ou alors voilà, on mange plus les uns près des autres. Comme je dis à ma femme, voilà, c'est juste un moment à passer. Restons positifs et puis tout va revenir comme avant. Voilà, par exemple, ce Noël, j'ai dit à ma femme, faut pas être triste. T'imagines, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. En fait, c'était Noël, mais on était nous deux. Donc, j'ai dit, c'est la Saint-Valentin. Et fin d'année, ce sera une deuxième Saint-Valentin. Et donc,
voilà, il faut rester positif et se dire on aime nos enfants, on s'aime, on apprécie la vie. Eh ben, il y a le téléphone, maintenant on peut se voir en FaceTime, peu importe où les enfants sont, on peut se voir et voilà, se raconter des choses. Et comme on le faisait avant, ils racontent leur vie, on leur donne des conseils, ils demandent des conseils. Et voilà, et tout ça, cette harmonie continue, continue et continue. Le quatrième mot découle évidemment de tout ce que vous venez de nous dire, Frédéric François, puisque c'est le mot foi. Oui, la foi, c'est quelque chose d'important. Peut-être tout le monde ne le conçoit pas comme ça ou le conçoit d'une autre façon. Moi, personnellement, voilà, moi j'ai la foi. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça vient de mon grand-père, qui lui était un grand religieux. Voilà, moi, dès mon plus jeune âge, j'avais besoin de me retrouver dans une église. Parce que quand je ressortais de l'église, j'étais waouh, Superman. Puis bon, je servais la messe, comme je vous disais tout à l'heure, avec Popol, qui était le gardien du charbonnage. Et voilà, cette foi m'a toujours porté, m'a toujours donné. Je me suis senti toujours, je sais pas, bien dans ma peau, bien avec des yeux qui s'émerveillent, avec le sourire. Des fois, il y en a qui disent oui, mais est-ce que tu souris parce que tu es devant des caméras ou devant je ne sais pas quoi? Non, c'est ma façon d'être. J'aime la vie et donc je souris. Et cette foi, elle me porte, elle me porte, elle me porte. Voilà, cette gratitude, cette foi fait que ben, je comprends ce qu'est le monde, en fait. Je comprends l'énergie de ce monde. Je comprends, je regarde la nature, je regarde les gens, je regarde les êtres humains. Tout ça, je me dis, mon Dieu, quelle création! Mais c'est incroyable, c'est ça la création, c'est ça, ça découle. Et tout ça, cette foi, de cette foi découle le bonheur et l'amour dont on parlait tout à l'heure. Et voilà, j'ai la foi. J'ai la foi en la vie, en l'amour, en la famille. J'ai la foi dans ma musique. J'ai la foi dans mes chansons. J'ai la foi dans ce que j'ai apporté au public. J'ai cette foi qui me porte au quotidien. Et quand je rentre à la maison, eh bien voilà, j'ai ce grand sourire. Et bien sûr, ma femme, je peux la prendre dans mes bras, parce qu'on est tous les deux. Et donc, on peut enlever le masque. Et voilà. Et la foi nous porte, vraiment. En 1996, Frédéric François, vous avez été reçu en audience privée par le pape Jean-Paul II à Rome avec d'autres invités. Et à cette occasion, vous avez eu la chance incroyable de pouvoir chanter devant le Saint-Père. Racontez-nous. Voilà, il y a des mails qui sont arrivés au bureau. Je pense que ces mails ne sont pas arrivés par hasard, parce que si j'ai bien compris, voilà, ils ont fait comment je veux dire, ils ont fait toute une recherche sur qui j'étais, si j'étais marié, si j'avais été baptisé, si j'avais fait mes communions, si j'avais voilà, et si j'étais pas divorcé. Et donc voilà, j'étais accepté pour aller chanter pour le pape et je me suis retrouvé en audience privée avec Jean-Paul II qui m'a tenu les mains, qui m'a offert un chapelet, qui m'a dit merci d'être venu chanter au cœur du Vatican pour les enfants. Et donc, voilà, j'ai fait des photos avec lui. Et donc, ça paraît incroyable, mais j'ai fait des photos avec lui. Et j'ai chanté au cœur du Vatican avec un grand orchestre, avec une centaine de choristes. Il y avait 7000 personnes dans la salle. Il y avait le prince régnier, il y avait son fils, il y avait les ambassades, toutes les ambassades qui se trouvaient en Italie. Et voilà. Donc, et puis, ça s'est terminé par un grand repas. Et je garde un souvenir mémorable de cette rencontre avec le pape. Je pense pas... Oui, de là-haut, je crois que mon père et ma mère, et même mes grands-parents, savent que j'ai rencontré le pape. Parce que quand j'allais chez mes grands-parents, dans leur chambre à coucher, en fait, dans la chambre où je suis né même, voilà, en Italie, c'était comme ça.
il y avait Jésus, les apôtres, la Madone, Jésus-Christ et tout ça. Voilà, ils étaient très croyants aussi. Et donc, voilà, de là-haut, ils doivent être heureux et fiers de moi de dire, voilà, mon fils, non seulement il est devenu chanteur, mais voilà, il a même rencontré le pape. Vous avez non seulement rencontré le pape, mais vous avez serré la main d'un saint. Oui, le Saint-Père. Oui. Saint Jean-Paul II, puisqu'il a été canonisé depuis. Oui. C'est quand même assez extraordinaire, ça Oui. aussi. Et voilà, un Polonais comme ma femme. Je dis ça parce que ma belle-mère est née en France, d'origine polonaise, à Marne-les-Mines, voilà, dans le quartier des Mines. Bien sûr, elle est née en France, elle était française. Elle a marié un Néerlandais, ils sont venus habiter en Wallonie. Et voilà. Et j'ai marié la fille, qui est belge, mais nos enfants ont du sang italien, français, polonais et belge à la fois. Ça aussi, c'est magnifique. Ça aussi, c'est l'Europe. Ça dit tout de votre vie et de cette aventure qu'est la vie. Oui. Voilà, j'ai terminé. Et ils sont toutes ces nationalités à la fois. Donc il y a encore la foi qui est dedans. Merci beaucoup, Frédéric François. Ne bougez pas, je vous rejoins. Tout va bien? Oui, voilà. Comment ça se fait de se retrouver un petit peu tout seul? Mais j'ai l'impression que vous étiez assez à l'aise. Oui, l'histoire de ma vie me bouleverse. Oui, on Quand a je vu rentre ça. dedans, à nouveau, toutes les images reviennent et ça me bouleverse. Mais ça me fait peut-être du bien d'en parler. En tout cas, ça nous fait du bien de vous écouter. Allez. Merci. Parce que, D'accord. parce que vraiment, vous êtes une leçon de vie, à vous tout seul. Moi, en vous écoutant, je me suis dit, vous êtes un optimiste. En tout cas, vous êtes un homme qui voit la vie de façon très positive. Oui. Certains pourraient dire, mais est-ce que vous avez vécu des épreuves? Est-ce que vous dites ça parce que vous avez traversé des épreuves ou vous dites ça parce que rien ne vous est jamais arrivé? Non, je dis ça parce que je suis consciente de la vie. De la vie. J'ai vu partir des proches, des parents, des amis. Donc je suis conscient de la vie, je suis conscient de l'être humain. Et ma foi me fait analyser ce qu'est vraiment la vie. Et donc la vie que nous vivons... En fait, vous êtes un grand sage. Oui, peut-être. Tout simplement. Il émane de vous une vraie forme de sagesse. Et on voit à quel point vous venez de quelque part, Frédéric François. Alors, moi, ce que j'aime, c'est parce que vous avez un très joli prénom et un très joli nom, quand même, Francesco Barato. Et c'est presque dommage qu'on vous ait enlevé cette part de Sicile qui est en vous. Oui, mais je reviens à cette voiture rouge, quand on a accepté d'enregistrer pour lui, et qui m'a dit « Comment vous vous appelez ?» Moi, j'ai dit « Francesco Baracato Ouais. ». Et Baracat, ça veut dire que Dieu te garde et te protège. C'est un nom biblique. Ah oui. C'est un nom biblique, c'est important. Les origines, c'est un nom biblique. Et donc, voilà, il a dit « Baracato ». Voilà, il y a la baraka dedans. C'est pour ça que je dis que Dieu te garde et te protège, parce qu'il y a la baraka. Et il a dit, ça ne se retiendra jamais. Et donc voilà, moi j'ai dit, laissez-moi au moins mon prénom, quoi, François, et je vous mettrai un pseudonyme devant, donc les double F. Mais j'avais 19 ans. Voilà. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Voilà, on peut dire que j'ai bien fait, vu le succès et la carrière, et que je voulais absolument avoir un nom tourné vers la France, donc français. Mais s'il m'avait dit oui, Francesco Baracato, ça Baracato, c'est parfait. Je préfère votre accent au mien. Voilà, ça correspond au physique, à ce que vous chantez, à votre image, et donc j'aurais gardé mon nom, bien sûr. Mais voilà, c'était la chance qui nous souriait, et c'était le... Vous vous dites, après, en regardant ces 50 ans de carrière, que vous avez eu cette baraka, cette chance. Vous vous dites chanceux? Oui. Oui. J'ai l'impression que dans mon parcours, les étoiles se sont mises peu à peu pour écrire ma destinée. À chaque étape de ma vie, il y a eu
quelqu'un. Quelqu'un pour m'aider, quelqu'un pour me faire avancer. Comme si tout ça était écrit. Juste une anecdote. Je rentre dans une maison de disques en France. Et donc, je fais succès en Belgique et j'ai la chance de signer en France. Le premier jour, une attachée de presse arrive le lundi matin. Donc, elle va être directrice de promotion. Sur son bureau, qu'est-ce qu'elle trouve? Mon disque. Je voudrais dormir près de toi. Et donc, elle se dit, waouh, c'est le premier disque que j'ai. Je vais prouver à la maison de disques que je peux diriger une équipe de promotion. Et voilà que ça devient des succès énormes. Je voudrais dormir près de toi. Laisse-moi vivre ma vie et tout ça. Et donc, à chaque fois, il y a eu une femme ou un personnage qui m'a fait évoluer. Cette dame, cette petite fille de 18 ans, cette fille de 18 ans qui sort du magasin pour me dire « vous devriez chanter ça ». Et j'achète ce disque. Encore quelqu'un qui était sur mon chemin. Et depuis, ça ne s'est plus arrêté. Et donc, à chaque fois, il y a eu quelqu'un, comme si de là-haut, voilà, on me disait, voilà, à ce moment-là, il va y avoir quelqu'un et tu vas faire ce chemin-là. Puis là, et tu vas faire ce chemin-là. Voilà, comme si c'était toutes des étapes qui se mettaient dans ma vie. Et j'en suis arrivé ici, à ces 50 ans de carrière. La Providence veille sur vous? Oui, peut-être, oui. Mais voilà, j'ai cette gratitude, en fait. Et cette pensée, et ce dialogue aussi. Je ne vous ai pas parlé. Du dialogue, c'est-à-dire? Ben, il faut que je parle. Ah oui, ça. Il faut que je parle avec quelqu'un. Il faut que je parle avec quelqu'un. Il faut que j'ai un guide. Il faut que je raconte. Il faut que je demande. Pour que je reçoive. Pour que je remercie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'est pas comme ça la vie. Moi, je dis souvent, ça ne va pas comme ça la vie. Tu peux pas avoir tout ce que tu veux si tu ne donnes pas, quoi. Et donc, il y a cet échange. Et cette vérité, cette sincérité, et qui vient du cœur. Voilà. Ça, je crois que votre public en est très conscient de cette sincérité, parce qu'il vous est extrêmement fidèle. L'amour que vous porte ce public, c'est parce qu'il reçoit sans doute beaucoup de vous. Je peux vous dire que quand on fait les spectacles, c'est 2 000 à 3 000 personnes qui sont dans la salle. Ils crient le nom Fredo, Fredo, avant que ça ne commence. Même si moi, en coulisses, j'ai déjà le trac. Mais voilà, on pourrait dire, oui, c'est acquis. Non, rien n'est jamais acquis. Et donc, je dois donner le maximum de moi-même. Quand on commence l'introduction d'une chanson, ils hurlent parce qu'ils la reconnaissent. C'est leur chanson. Et 20 minutes avant la fin, je les vois descendre des allées et viennent faire la fête avec moi. Il y a des femmes qui viennent avec leur enfant, qui les font monter sur scène pour que je les embrasse. Voilà, et ils m'offrent des nounours, ils m'offrent des fleurs. C'est une communion, vraiment, un amour incroyable. J'ai fait une émission hier, je ne vais pas dire le nom, et il présentait une autre émission, ce présentateur. Et me dit, il faut que je t'avoue un truc, quand je t'ai invité dans mon émission, les fans sont venus vers moi et m'ont dit, attention avec Fredo, hein, ne lui fais pas de mal. Hein. J'ai trouvé ça extraordinaire. Alors lui, il était très étonné, il dit, mais tu te rends compte ? Mais j'ai jamais vu ça. Des fans qui viennent me trouver en disant que je dois être gentil avec toi et que je dois prendre soin de toi. C'était monstrueux. C'est formidable, quoi. Pas monstrueux, c'est formidable. Vous vous rendez compte à quel point il y a un nombre de personnes qui veillent sur vous? Alors, du haut du ciel, mais aussi sur terre. En fait, vous avez beaucoup de gens qui veillent sur vous. Ah oui, sûrement. Sûrement. C'est ce que... La force de l'esprit, en fait. Tout à l'heure, je disais, voilà, je suis positif, c'est contagieux, hein, je rayonne, c'est contagieux. Mais jusqu'où va ce rayonnement? Jusqu'où des millions de gens, un peu partout, de là-haut. Donc tout ça ne fait peut-être qu'un. On ne sait pas, parce que tout ça est un mystère. Tout était un voilà, mystère. Tout ça est un mystère. Ouais. On voudrait... oui, je voudrais tellement un jour revoir ceux qui sont partis, quoi.
Hein, j'ai envie d'y croire. Oui, bien sûr. Oui, j'ai envie d'y croire, je veux les revoir, je veux... Voilà. Merci Frédéric François. J'en oublie presque que vous sortez quand même un disque et que La liberté d'aimer. Oui. Voilà. Puisqu'on une arrive chanson. au terme de cette émission. Voilà, c'est une chanson. Habituellement, je chantais des... Très ouverte sur toutes les formes d'amour. Oh oui, c'est ça. La tolérance, une chanson d'amour universel où il n'y a pas de barrière et pas de frontières. Non. Ça s'appelle La liberté d'aimer. Que chacun puisse écouter son cœur et vivre une vie comme il en a envie, mais la plus heureuse possible. Voilà. C'est tout ce qu'on souhaite aux gens qui nous entourent, à nos prochains et à ceux qui sont plus éloignés. Merci Frédéric François. Je rappelle quand même qu'il y a une tournée qui est prévue, on croise les doigts, qui doit débuter à La Réunion en mai prochain, et puis dans toute la France, puis il y aura évidemment un détour en Belgique chez vous, et puis un nouvel Olympia, le 16e, programmé pour le 30 octobre 2021. On y croit. Merci mille fois pour ce très beau disque, La liberté d'aimer, Frédéric François. Voilà, de très jolis textes dont vous nous faites cadeau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver sur le site de KTO, tv.com. À la semaine prochaine.